Dans cette vidéo, on va voir comment scraper un site web de deuxième niveau avec Python. En d'autres termes, cette vidéo est la version améliorée de celle-ci. Avant que je décrive un petit peu plus ce que vous allez trouver dans cette vidéo, on va peut-être s'attarder sur qu'est-ce qu'un site web de deuxième niveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scraper Decathlon. Et en réalité, la notion de premier niveau ou de deuxième niveau dépend avant tout du type de données que vous souhaitez extraire. Si ici, je veux extraire le prix, la marque et le nombre d'avis, auquel cas je fais un scrapping de premier niveau, étant donné que les informations sont disponibles directement, en une seule fois. En revanche, si je veux cliquer sur chacune des fiches, donc que je vais aller sur les fiches détaillées, pour par la suite extraire, je ne sais pas, la référence, une description plus détaillée, etc., dans ce cas, je fais un scrapping de deuxième niveau, parce que l'information est disponible pas directement, mais en deux fois. Et généralement, en web scrapping, on fait très souvent des scrappings de deuxième niveau. Les scrappings de premier niveau sont assez rares. Donc voici pour la plus-value, mais ce n'est pas tout. On va également voir comment utiliser des proxys pour rendre la chose un petit peu plus scalable. On va voir comment nettoyer les données pour avoir un rendu plus professionnel. Et on va voir comment exporter nos données dans un fichier CSV ou Excel, chose que l'on n'avait pas vue lors de la première vidéo. Avant de commencer, si vous avez besoin d'aide dans votre web scrapping, que vous n'avez pas le temps, que ça vous barbe ou tout simplement que vous avez d'autres chats à fouetter, vous pouvez m'expliquer votre demande directement sur mon adresse email. On en discute et je vous fais un devis sans problème. Enfin, cette vidéo est sponsorisée par Bright Data. C'est le logiciel que l'on va utiliser pour nos proxys et je me fous pas de votre gueule parce que Bright Data c'est un logiciel que j'utilise également personnellement, donc c'est un sponsor qui ne sort pas de nulle part. On est parti, on va tout d'abord créer notre environnement virtuel et par la suite installer les librairies dont on aura besoin pour ce projet. Donc on va faire py/m venv et on va activer cet environnement virtuel. Donc je vais faire source env/scripts/activate. Si vous êtes sur Mac, si je ne m'abuse, ce n'est pas scripts, c'est bin. Et maintenant, on va installer nos librairies. Alors la dernière fois, on était parti sur Requests et Beautiful Soup. Cette fois-ci, on va partir sur HTTPX et sur Selectolax. Ce sont des versions plus améliorées de Request et Beautiful Soup. Donc on va faire pip install HTTPX et pip install Selectolax. Alors notez que pour Selectolax, la différence notable, c'est que bien que ce soit une version améliorée, ça utilise des sélecteurs CSS et non pas des XPath. Alors si vous me connaissez, vous savez que je suis plus friand de XPath que de sélecteurs CSS, mais ça va le faire, on va se débrouiller avec. Par ailleurs, si vraiment vous ne savez pas ce que c'est qu'un sélecteur CSS, on va voir quelques exemples du coup. Mais si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo introductive au sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également importer Pandas. Pandas qui va nous servir pour la partie cleaning, pour la partie nettoyage de données. On va également importer OpenPXL. Alors ça, c'est uniquement si vous souhaitez enregistrer votre résultat dans un fichier Excel. Si vous voulez faire un fichier CSV, vous n'en avez pas besoin. Et je vais terminer avec JupyterLab, qui est mon éditeur de texte. Peut-être que vous en avez un différent, c'est pareil. Et on va faire py/m JupyterLab pour qu'on ait notre support de travail. J'ouvre un nouveau notebook, je vais lui donner un nom, et voilà. Dans un premier temps, je vais faire quelque chose d'assez brouillon, et par la suite, je vais créer des fonctions, ce genre de trucs évidemment. Mais là, dans un premier temps, je vais importer les librairies nécessaires, je vais faire ma requête, vérifier si elle est valide. Je vais faire une loop item, encore une fois de façon assez grossière. L'idée c'est de déterminer combien d'éléments on a sur la première page et je vais essayer de jeter un œil au niveau de la pagination. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour passer de la page 1 à la page 2, de la page 2 à la page 3, etc. Est-ce qu'il y a une certaine récurrence au niveau des URL? On va commencer par l'importation. Alors on va importer HTTPX et pour Selectolax, on va faire from Selectolax.parser import HTML parser. Évidemment, on va commencer par une URL. Le web scrapping, ça ne change jamais à ce niveau-là. Ça commence toujours par une URL de départ. Donc on va mettre ça là et on va faire notre requête avec HTTPX. Donc on va faire response
est égal httpx.get et on va mettre notre URL tout simplement. On va essayer de voir au niveau du status code. Donc si on a un status code qui est égal à 200, cela veut dire que tout roule finalement. Alors il n'est pas callable, parce que c'est comme ça. Et apparemment tout fonctionne, super. Et pour obtenir le HTML, pour par la suite extraire les données, on va utiliser le HTML parser. On va l'appeler HTML est égal HTML parser response.text. Encore une fois, je ne sais pas si c'est... Voilà, n'est pas callable, donc c'est comme ça. On n'a pas d'erreur, on va juste s'assurer qu'on retourne bel et bien le HTML. Donc pour ce faire, on va extraire le titre, on va extraire une balise H1. Généralement, toutes les pages web ont une balise H1. On va du coup faire HTML et là on l'a dit, on va du coup devoir écrire un sélecteur CSS. Si on veut la balise H1, on va simplement écrire H1. HTML.css first et on va faire H1. Et on a bel et bien quelque chose. Si jamais on fait .text par la suite, on a vélo, ce qui correspond à cet élément-là. Donc on a vérifié, la requête est valide, c'est super. Maintenant on va faire une loop item assez grossière. Alors la loop item, si vous ne savez pas ce que c'est l'idée que l'on va créer une sorte de rectangle pour chacun des éléments et de ce fait ça va faire une boucle. Pour chacun de ces éléments, on va aller extraire les URL, aller sur ces URL et extraire les données complémentaires. Dans un premier temps, je vais jeter un œil au niveau du code source. Je vais faire un clic droit, inspecter, ou alors directement taper sur la touche F12 de mon clavier. Je vais aller dans les éléments et je vais cliquer sur Select an element in the page to inspect it. Et là, c'est assez important, il faut sélectionner non pas un élément très précis, mais il faut vraiment sélectionner le rectangle en entier. On va tenter d'identifier des caractéristiques similaires pour chacun des éléments. Alors le plus dur, c'est d'identifier la bonne caractéristique. Alors là, vous voyez, dans cet élément-là, c'est pas évident. Parce que généralement, on tente d'identifier une caractéristique qui soit lisible par un être humain. Et là, vous voyez que lorsqu'on a quelque chose comme F8063D6A, c'est pas human readable, c'est pas lisible. À gauche, il y a une pub, donc il faut que je trouve un élément distinctif uniquement pour les vrais produits et non pas pour les pubs. Alors je vais partir sur Data Supermodel ID parce qu'il semblerait du coup que chaque produit a un ID qui lui est propre. En conséquence, ils ont un attribut, ils devraient tous avoir un attribut Data Supermodel ID. Alors généralement ce que je fais dans ce cas de figure, c'est que je vais utiliser le XPath Helper, je vais créer un XPath et je vais le convertir par la suite en sélecteur CSS. Si néanmoins vous ne souhaitez pas le faire, parce que c'est quand même beaucoup de complications, vous pouvez le tester directement sur Python ou alors on peut aller dans la console. Et une fois qu'on est dans la console, on va taper document.query selector all et là on va insérer notre sélecteur CSS. Alors on a dit que ça commençait par div et que, alors il faut que je le retrouve quand même, c'est un peu ballot, et qu'il y a Data Supermodel ID. Donc je le copie et le sélecteur CSS, ça devrait être quelque chose comme ça. Query Selector All, ça me dira combien d'éléments il y a. Et on voit qu'il y en a 40. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à défaut de mieux, je vais vraiment compter s'il y a 40 éléments sur la page. 30, 34, 38 et 40. Donc normalement, ce sélecteur est bon. On revient et on va créer une variable produit. On va faire html.css pas first cette fois-ci parce qu'on en a besoin de plusieurs et on va le mettre. Je vais par la suite imprimer la longueur du produit. Je veux savoir s'il y a bel et bien 40 éléments ici également. Et il y en a 40. Super. Une fois que j'ai fait ça, on va aller un petit peu plus loin si vous voulez bien et on va tenter d'extraire les URL parce que par la suite on va récolter ces URL, aller sur les URL et scrapping de deuxième niveau, on va extraire les données sur les fiches détaillées. On va tenter également d'identifier l'URL en question. On refait tout ce petit processus, on voit qu'il y a une URL donc avec une balise A, c'est assez normal. Ce qu'on pourrait faire, ce serait quelque chose comme ça. Toujours document query selector all et on va tenter de voir s'il y a une URL ou plusieurs. Donc je vais faire un espace et taper A. L'espace, ça veut dire qu'on sélectionne un descendant et A, tout simplement, c'est la balise de l'URL. Et là, on voit qu'il y a 160
éléments, ce qui veut dire qu'il y a grossièrement, pas grossièrement, il y a 4 URL par fiche. Donc ça va pas, il va falloir être un peu plus précis. Alors quel URL pourrait être pertinent? Manifestement celui-là, on a un href qui correspond bel et bien à la fiche détaillée, ok. Et là, on a un attribut classe et on a un DPB product model link svelte machin truc. Dans cette partie-là, il y a une partie qui est lisible et c'est le product model link. Si je me base sur cette partie de la valeur, tout simplement, ça devrait nous donner l'URL du modèle du produit. Ça serait assez logique. Auquel cas, ça donnerait quelque chose comme ça. On met un espace, on met un A. Et là, on va uniquement prendre du coup la partie de la valeur qui nous intéresse. Donc on va faire toujours classe, on va noter l'attribut. On va mettre un astérix pour dire qui contient tel type de valeur, est égal, et là on va uniquement mettre product model link. Est-ce qu'on est bon? Alors il faut peut-être que je ferme les crochets, voilà. Et si on a 40 éléments, bah écoutez, on a gagné la partie, on a 40 éléments, super. Je vais simplement mettre produit avec un S, ce serait plus logique, et on va faire for produit in produit, on va print produit.css first cette fois-ci et on va mettre uniquement la seconde partie avec l'espace, c'est important. Est-ce qu'on a tout? On va voir. Incomplete output, j'ai pas fermé, ok. On a bel et bien des données, mais le problème ici c'est qu'on peut pas avoir un texte, on peut pas faire un point texte parce que c'est une URL. Donc l'idée ce serait d'obtenir le contenu du href, donc à savoir /p, vélo, enfant, machin truc, etc. Auquel cas, c'est pas un problème parce qu'il y a une méthode qui s'appelle .attributes. Et attributes de quoi? Attributes de href. On va du coup avoir littéralement la valeur de l'attribut href. On va voir si c'est mieux. Et c'est bien mieux. Le seul bémol, c'est que comme vous pouvez le constater, on a des URL partiel et non pas absolu. Donc ça dépend vraiment des sites. Il y a des sites où vous avez l'URL directement, c'est-à-dire avec le nom de domaine plus ce qu'il y a après. Mais ici, on a uniquement l'URL partielle. C'est pas un problème, ça va rajouter une étape supplémentaire. Et l'étape supplémentaire, vous vous en douterez, on le fera dans un second temps, ce serait de mettre le nom de domaine plus cette partie-là. Donc on va faire une sorte de concaténation. Hop, on supprime un slash. Et on devrait arriver sur l'URL en question. Mais encore une fois, on le verra plus tard. On va terminer sur la pagination. Alors, pour la pagination, il n'y a pas de secret, il va falloir qu'on jette un coup d'œil aux autres pages et on va tenter d'identifier un certain pattern dans l'URL. Donc pour l'instant, on a cette URL là. Soyons attentifs. Qu'est-ce qui se passe lorsque je passe sur la page 2? Il y a quelque chose qui s'est rajouté, from 40 et size 40. Alors je ne sais pas encore ce que ça veut dire exactement, donc je vais passer à la page 3. Et là, ce qui a changé, c'est qu'on est passé de from 40 à from 80. Et si jamais je passe à la page 4, on devrait avoir 120. Donc page 5, 160, etc. On part de cette hypothèse qui paraît être assez raisonnable. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si jamais je fais from 0 et size 40, si jamais on suit notre logique, on devrait être de retour sur la page 1. Et c'est bel et bien le cas. Une fois qu'on sait ça, on va pouvoir déterminer une sorte de pagination. On va faire for x in range jusqu'à 10 par exemple, 0, 10. Bon, par la suite, vous comprenez l'idée, on va faire une boucle jusqu'à 23 pages, mais on va commencer par 10. Alors je vais quand même copier-coller l'URL, j'ai pas envie de me planter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va print. On va faire un f-string, on va mettre l'URL de départ, jusqu'à vélo donc, plus cette partie-là. En revanche, on va changer ça. Et là, on va mettre tout simplement x, pas seulement x fois 40 donc. Donc là, il faut juste que je refasse un f-string si je ne m'abuse. Alors, j'ai dû faire n'importe quoi, voilà. Comme ça doit être mieux. Plus f-string, voilà. X fois 40. On va voir, invalid syntax, c'est parce que il y a ça. À présent, on va créer 3 fonctions. Une fonction main, pour gérer la pagination et tout ce qu'il y a autour. Une autre fonction pour nos URL et une dernière
pour le HTML. En d'autres termes, on va rajouter du liant, un petit peu comme votre béchamel dans un gratin de pommes de terre. On va commencer par notre fonction main et on va commencer par le base URL. Alors le base URL, du coup, on va le mettre là. S'ensuit donc le for x in range 0, 10, etc. Là, je vais imprimer quelque chose d'un petit peu plus explicite. Par exemple, print go to web page de point cette URL là. On va juste vérifier que tout fonctionne. Donc, on va écrire la fameuse ligne de code if name is equal main. On va faire main. Et on a bel et bien nos URL. Super. Alors cette partie-là, elle est connue comme le loup blanc. Je serais bien incapable de vous l'expliquer de façon très technique, mais grosso modo, si vous importez ce script, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas lancer le programme. Maintenant, on va créer une fonction pour récolter le HTML. Et on va mettre deux paramètres. On va mettre un premier paramètre base URL et un deuxième paramètre pour la page. On va mettre un alinéa à tout ça. Et maintenant, on va faire un HTML est égal get HTML. Le base URL, c'est toujours le base URL, ça ne change pas. Quant à la page, eh bien, ça doit être égal à cette partie-là. Voilà. On va mettre ça dans un f-string, encore une fois. Alors, dans un premier temps, je vais juste faire un status code sur toutes les pages pour m'assurer que tout fonctionne. Je vais juste copier cette partie-là qui correspond à notre loop item, je vais l'isoler et on s'en occupera plus tard. On va juste faire un res.statuscode et on va voir si tout fonctionne jusque là. On sauvegarde ça et on va voir. Ok, manifestement on a du 200 à chaque fois, c'est cool. Ce qu'on peut rajouter également, c'est un user agent. Alors le user agent, c'est une sorte d'identification liée à l'écran que j'ai actuellement, liée à mon navigateur, lié à la langue que j'ai, parce que parfois une page web peut être dynamique, vous avez des pages en anglais, des pages en français, et en mettant mon user agent, je vais faire en sorte que la page que j'ai, là actuellement, sera la même que celle qui va être lancée pour le script. Alors dans notre cas de figure, on n'en aura sans doute pas besoin, mais c'est quand même une bonne habitude à prendre. D'ailleurs, je suis un peu bête parce que le status code, évidemment que c'est égal à 200, parce qu'on n'a pas mis la page. On a mis juste l'URL, ça fait pas de sens. On va s'occuper de ça d'abord, on va du coup faire URL est égal base URL plus page. On va print l'URL pour savoir si c'est bon. Ok. Ça a l'air bon. Et maintenant, si on lance le status code, là, il y a une anomalie. On arrête. Vous voyez qu'on a 200 pour la page 2, pour la page 3, pour la page 4, pour la page 5, etc. Mais là, on a un code 301. Je vais essayer de voir ce que ça veut dire, le status code 301. Et il est utilisé pour le permanent redirecting. En gros, l'URL est bel et bien valide, mais il a été redirigé vers une autre URL. Donc on va cliquer sur le lien et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on n'a pas l'URL en question. On n'a pas vilo, point d'interrogation, from, 0 et size 40. On a juste cette URL là, sans toute la partie derrière. À la rigueur, c'est pas un problème, mais ça nous oblige à rajouter un autre paramètre. Dans httpx.getURLs, on va mettre follow redirects is equal to true. Et normalement, on devrait obtenir 200 cette fois-ci. Super. Maintenant, on va s'occuper de notre header, de notre user agent. On va du coup taper headers est égal, et dans un dictionnaire, on va taper user agent. Et là, on va tenter de déterminer notre user agent. Alors, si je suis sur Google Chrome, je peux simplement taper Chrome version et j'aurai accès à mon user agent. Si vous avez un autre navigateur, je vous en veux pas, hein, on est tous différents. Vous pouvez simplement taper my user agent et normalement, ça vous donnera le même résultat. Une fois que j'ai ça, je fais un copier-coller, je le mets là et normalement, ça devrait faire l'affaire. À présent, ce que je veux faire, c'est rajouter une condition pour faire en sorte d'arrêter le scrapping à partir du moment où je dépasse la page 23. En d'autres termes, à partir du moment où il n'y a plus d'éléments à récolter. Alors vous pouvez me dire qu'on pourrait faire les choses de façon assez simple, assez basique, simplement faire un for x in range 0, 23 et ça fonctionnerait très bien. Oui,
Le problème, c'est que ça ne fonctionnerait pas sur tous les types de sites. Parce que parfois, il n'y a pas noté le nombre de pages que vous allez récolter. Vous savez, il y a marqué 0, 1, 2, 3, et puis après, il y a 3 petits points, et vous ne savez pas où est la fin. D'autre part, le nombre de pages, à savoir 23, n'est pas gravé dans le marbre. Parfois, il y en aura 22, parfois, il y en aura 24, ça dépend des stocks, etc. Alors, s'il faut à chaque fois jeter un œil pour savoir à combien de pages on en est, eh bien, on n'en finit plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une condition dans le getHTML. On va dire que si le HTML is equal to none, if HTML is none, auquel cas, on retourne none. Et sinon, on va retourner le HTML, si jamais tout fonctionne bien. Et dans le main, on va dire que si le HTML is false, on va tout simplement break. On va arrêter le scrapping. On va voir si ça fonctionne de cette façon. On va simplement faire du coup quelque chose un petit peu plus direct, par exemple 20, 25. Normalement, on devrait avoir l'erreur avec ça. On a 200, on a 200, on a 200 et on n'a pas d'erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va jeter un œil et il se trouve que l'URL est bel et bien valide. C'est juste on n'a pas de résultat. Il va du coup falloir faire les choses autrement. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire une condition un peu plus poussée. On va dire s'il n'y a pas d'éléments, auquel cas on arrête le scrapping. Ça tombe bien, on a bel et bien fait notre sélecteur CSS juste là. If html.css supermodel.id is none, on retourne none, ou plutôt je me suis un peu trompé, on va plutôt retourner false. Et on va rajouter une phrase pour dire que c'est fini. Par exemple, dernière page, fin du scrapping. Tac, tac, je vais pas fermer. Et là, ça devrait être bon. On va voir. Toujours pas. Alors, qu'est-ce que j'ai foiré? Ok, je viens de m'apercevoir de mon erreur. En réalité, j'ai mis html.css, ce qui veut dire qu'il va rechercher plusieurs éléments à la fois. Sauf que, s'il ne trouve pas d'éléments, il va mettre une cellule vide. Et de ce fait, ça ne sera pas égal à none. Par contre, si je mets CSS first, là, ça va prendre qu'un seul élément, le premier. Et s'il ne le trouve pas, ça va vraiment mettre none et non pas une liste vide. Donc avec ça, normalement, ça devrait faire l'affaire. On va s'en assurer. Cool. Du coup, maintenant, on peut mettre 0, 100 et puis ça s'arrêtera à la page 23 quand même. Ce qu'on va faire à présent, c'est que pour chacune des pages, je veux vraiment m'assurer qu'il y ait 40 URL à chaque fois. C'est la raison pour laquelle on va s'attarder un petit peu plus sur la troisième fonction, la fonction pour scraper les URL. On va l'appeler du coup def parse URL et comme paramètre, on va mettre le HTML. On a retourné le HTML, du coup, on va le mettre ici. Parse URLs HTML et comme paramètre HTML. Et la suite va pas changer tant que ça. Tout ce qu'on doit faire, vous vous souvenez, c'est de faire en sorte de transformer les URL partielles en URL absolues. Et pour ce faire, il va falloir qu'on rajoute une autre librairie, à savoir URL join. On va faire from URL lib.parse import URL join. Et là, for produit in produit, on va mettre URL join ici. On englobe tout ça. Et le seul paramètre que l'on va mettre au début, que l'on va rajouter, c'est du coup notre nom de domaine, à savoir decathlon.fr. Cette partie-là, on l'insère là. Et normalement, ça devrait fonctionner. Je pense juste qu'il faut enlever le slash, parce que le slash est déjà compris dans l'URL partielle. Par la suite, on va faire un print de tout ça, juste pour s'assurer que ça fonctionne bien dans un premier temps sur une page. Ça marche pas, bad CSS selector decathlon.fr. Mais c'est pas un sélecteur CSS que je veux. C'est parce que je l'ai mal mis, j'ai fait n'importe quoi. Hop, il devait être juste là. Ok. On a bel et bien les URL et ils sont valides normalement. On va en tester un pour s'en assurer. Super. Je vais supprimer ce print. À la place, je vais faire un print du nombre d'éléments qu'il y a sur chacune des pages. Length produit. Et on va voir s'il y a bel et bien 40 éléments à chaque fois.
Alors ça m'a mis la dernière page du scrapping alors qu'on doit être sur la page 5 quelque chose. C'est pas normal. Peut-être je vais rajouter un petit temps d'attente parce que là quand même on a lancé 5 requêtes en l'espace de, je sais pas, 0,2 secondes. C'est quand même pas terrible. Donc on va import time et on va mettre un time.sleep. Où est-ce qu'on va le mettre? Bah ici, time.sleep. Et on va mettre 1 seconde de temps d'attente. On se retrouve du coup pour les résultats. On s'assure juste que ça va au-delà de la page 5, ce qui serait rassurant quand même. Et voilà. Manifestement, il y a tout. Il y a 40 éléments à chaque fois, sauf pour la dernière page, ce qui est normal. Et à présent, on va juste corriger quelque chose que j'avais oublié la dernière fois. C'est de mettre headers est égal headers. Parce que là, ça n'a pas été inclus. Je l'ai oublié, donc on va mettre headers égale headers, avec qu'un seul S. À présent, on va récolter l'entièreté des URL. Alors la dernière fois, si je ne m'abuse, j'avais fait une liste, j'avais mis une liste vide, puis on avait fait un append à chaque fois, mais il se trouve qu'on peut faire les choses plus simplement en utilisant yield. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est du pareil au même, c'est plus simple. Maintenant qu'on sait qu'il y a bel et bien le nombre de produits, on va faire yield et on englobe tout ça. À présent, pour aller sur chacune des fiches détaillées, on peut utiliser la même fonction que l'on avait utilisée au tout début, à savoir getHTML. Le problème ici, c'est qu'il n'y aura qu'un seul paramètre et non pas deux. On aura le paramètre URL, qui est du coup l'URL avec la concaténation que l'on a fait, mais il n'y aura pas le paramètre page, ce qui ne ferait pas de sens ici. Et plutôt que de créer une autre fonction, on va faire en sorte que le mot page, que le paramètre page, soit en option. Donc on va utiliser le mot page pour aller d'une page à une autre, pour faire notre pagination. Par contre, pour faire notre click item, on ne va pas utiliser le paramètre page. Alors tout d'abord, on va revenir sur notre fonction main et on va enregistrer les URL que l'on a récoltées dans une variable URL. Par la suite, on va faire une boucle for URL in URLs et pour chacun de ces URL, on va réutiliser le getHTML, sauf que cette fois-ci, on va juste utiliser justement pas le base URL, l'URL. On va également mettre une phrase. Là, on avait mis go to web page. Là, on va mettre print click item URL. Donc, on va mettre ça dans un f-string. Cool. Alors, pour mettre ça en option, on va utiliser le keywords argument. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps et j'ai jamais su à quoi ça servait. Bah écoutez, il se trouve que ça sert à ça, justement. On va mettre keywords arguments. Donc là, on a mis l'argument page, mais pas ici. Donc on va faire une autre condition. On va dire if keywords arguments a la page, a le paramètre page, auquel cas l'URL est bel et bien égal à URL base URL plus la page, sinon else URL est égal base URL. Après, ça reste la même chose. Juste cette condition-là, du coup, il va falloir la mettre uniquement pour la page. Sinon, ça ne fonctionnera pas parce que lorsqu'on va aller sur les fiches détaillées, il n'y aura pas ce sélecteur CSS, donc ça va retourner false et donc la boucle va se briser. Donc on va dire if keywordsArguments.getPage and html.css first supermodel is none. Ça a l'air pas mal. Alors juste pour m'assurer que tout fonctionne, pareil, on va extraire une donnée quelconque, par exemple le html.css first h1 h1.text. On va rester sur une seule page cette fois-ci et on va voir ce que ça donne. Localhost variable URL reference before assignments. Alors je suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que c'est là? Non. Name page is not defined. Ah d'accord, j'ai compris. Évidemment, page, ça va pas fonctionner. Il faut mettre keywordsArguments.getPage. .getPage. Voilà. Est-ce qu'on aura une autre erreur? Hello. Ok, donc j'ai mis le print html.css first. Donc ça met le vélo, ça clique sur l'élément, ça me met le titre, puis après ça me met un autre titre, puis un troisième titre, puis un quatrième titre. Donc le processus semble fonctionner.
on visite bel et bien et on retourne le HTML pour chacune des fiches détaillées. À présent, on va extraire les données. Alors, il y a différentes façons de faire, mais une méthode un peu plus académique, ce serait d'utiliser une data class. Auquel cas, on va dire from data classes import data class. Et là, on va mettre notre data class. Donc, on l'exprime en mettant un arrobase, en tapant data class. Et ce qu'il y a en dessous, du coup, sera une classe de type data class. On va l'appeler item. Et ici, on va insérer les données que l'on va extraire. Donc, on va analyser un peu la chose et déterminer un peu ce qu'on souhaite, tout simplement. Alors, vous vous en doutez, j'ai fait le travail en amont. On va extraire 5 données. On va extraire le nom, qui est ici. On va extraire la marque, qui est là. On va extraire le prix, qui est là. Et parfois, il s'exprime de différentes façons. Là, il est en jaune, là, il est en rouge, etc. On va extraire le nombre d'avis et on va extraire la référence. Alors, vous allez sans doute me demander pourquoi est-ce que je n'extrais pas la note. Parce que c'est vrai que c'est tentant quand même. On extrait le nombre d'avis, on pourrait extraire la note en même temps. Alors, il se trouve qu'il y a un problème là-dessus. C'est que lorsque on arrive sur la page, vous voyez que durant quelques secondes, on n'a pas accès à la note. Et ça intervient au bout de 5, 6, peut-être 7 secondes, 5 secondes disons. Et le problème, c'est que c'est quelque chose que l'on ne peut pas résoudre avec un time.sleep. J'ai essayé, ça ne marche pas. Alors je pense qu'on peut arriver à un résultat satisfaisant en utilisant une autre librairie, Selenium, peut-être Scrappy, j'en sais rien. Mais dans l'état des choses, on ne peut pas extraire la note, étant donné que la note n'apparaît pas à l'instant T lorsque l'on rafraîchit la page, lorsqu'on clique sur la page en question. Voilà pour ça. On a dit le nom. Le nom, ça peut être quoi? Le nom, ça peut être, c'est un string, et dans certains cas, il peut n'y avoir rien. Ce sera quand même assez rare, ce serait plutôt une erreur de notre part. Mais s'il n'y a rien, on va dire c'est soit un string, soit none. Pour la marque, pareil, c'est un string ou none. Après, on va mettre la référence, c'est ce qui semble le plus logique dans cet ordre-là. Référence, vous avez compris l'idée. On va mettre par la suite le prix. Et là, le prix, c'est également un string et none. Parce qu'il se trouve qu'on ne va pas extraire 499, on va extraire 499 €. Et c'est uniquement dans un second temps que l'on va nettoyer la donnée pour faire en sorte que ce soit un chiffre. Et enfin, il y a le nombre d'avis. Ok, maintenant on va créer une autre fonction pour extraire les données en partant de notre data class. On va la mettre ici, en dessous, voilà, et on va l'appeler def pairs detailed page. Et on va le faire avec le HTML tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire new item est égal à item, notre classe item. Et par la suite, ça suit la même logique, c'est-à-dire que le nom va être égal à l'html, .css first, etc. Donc là, on va analyser l'élément en question. En réalité, moi, ce que je vous conseille de faire pour faire les choses de façon un petit peu plus professionnelle, encore une fois, c'est pas de s'attarder sur qu'un seul élément, mais plus d'en prendre une dizaine et de les comparer, de regarder s'il y a des points communs et des différences. Là, on ne va pas le faire, ou si on le fait, on va juste en le faire avec 3 au maximum, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Mais c'est quand même une bonne habitude de le faire sur plusieurs éléments en même temps. Alors, pour ce qui touche au nom, vraisemblablement, c'est un H1. Ça ressemble beaucoup à un titre. Et effectivement, c'est un H1. Normalement, il n'y a qu'un seul élément de type H1 par page, par convention. Mais encore une fois, je peux m'en assurer parce que parfois les conventions, c'est pas toujours ça. Donc on va faire query selector, si j'y arrive. Et on va dire H1. On n'a qu'un seul élément, c'est bon. Donc CSS selector first, H1. Après, on ne veut pas uniquement le H1, on veut le texte du H1, donc .text. Alors c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire parce qu'après dans votre fichier Excel, vous pouvez avoir des espaces au début et à la fin et c'est très très moche. Et vous avez ces espaces simplement dû au fait que les données sont parfois mal formatées
Auquel cas, ce qu'on va faire, c'est .strip. De ce fait, ça va supprimer les espaces à droite et à gauche. Le nom, ensuite, on a la marque. Ça suit la même logique. On va faire le html.css first et on va changer de sélecteur. Donc, la marque, elle est ici. On a un élément avec une balise A et on recherche un élément lisible, encore une fois. On a un attribut aria label et voir plus de produits de la marque Rock Rider. Et là, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs éléments en même temps. Alors, on a ici un Rock Rider également, donc ça va peut-être pas être pertinent. Mais là, par exemple, on a une marque différente. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter un œil sur le même élément. Et on a voir plus de produits de la marque B, ou BT, Win, etc. Donc, c'est intéressant. On va pouvoir faire un secteur CSS avec un attribut aria label et commençant par la valeur, voir plus de produits de la marque. On va l'essayer dans la console, mais on est assez sûr de nous là-dessus quand même. Donc on a un A avec aria label et qui commence. Donc cette fois-ci, on ne va pas mettre une astérix, si on l'avait vu, on va mettre un accent grave, non, un accent circonflexe. Putain, c'est grave. Égal, et on va dire voir plus de produits de la marque. On va juste supprimer la marque en question avec des guillemets, bien évidemment. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Document.query et ça nous retourne bel et bien quelque chose. Et ça nous retourne surtout bel et bien le bon élément, comme on peut le constater. Cool, on revient, on va simplement changer la chose. Alors il y a quelque chose qui m'apparaît avec un petit peu plus de netteté maintenant, c'est que à chaque fois on va mettre le .text.strip et à chaque fois on va faire html.css first. Donc en d'autres termes, on va faire beaucoup de répétitions. C'est pas vraiment gênant, ça fonctionnera quand même, mais peut-être qu'on peut faire une autre fonction pour extraire les données de cette façon. On extraira du coup les données en fonction d'un HTML spécifique, en fonction d'un sélecteur spécifique, et tout le reste, le .text, le .strip, ce sera automatisé. Et il y a quelque chose d'autre également qu'il faut prendre en compte, c'est dans le cas où le nom, la marque, le prix ou l'avis ou la référence n'existe pas, on aura vraisemblablement un attribute error. Et si on a un attribute error, tout simplement le script va se planter. Il faut faire un try except pour chacune des données, ce qui deviendrait vite très chiant, d'où la raison de le mettre dans une autre fonction. On va mettre cette fonction juste au-dessus, on va l'appeler extract data. Et on a dit, on va devoir utiliser le HTML, je me trompe toujours, et un sélecteur. On va commencer par mettre notre try, donc on va essayer de faire le html.css first en mettant le sélecteur et en faisant .text, .strip. On va le mettre dans une variable qu'on va appeler data. Et si tout se passe bien, si ça nous retourne bel et bien quelque chose, on va retourner la donnée. Par contre, si elle n'existe pas, donc except attribute error, on va retourner none, ce qui est bel et bien inclus dans notre data class. Donc c'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va devoir surtout modifier un peu la chose. Alors j'enregistre. On va faire extract data. En premier paramètre, on a bel et bien notre HTML, pas notre H1 du coup. Et en second paramètre, on a H1. Et pas besoin de remettre le .text, .strip. C'est parfait, on va faire la même chose pour la marque et pour tous les autres. Qu'est-ce qu'il y a après la marque? On a dit qu'il y avait la référence. Le début ne change pas. Et pour la référence, est-ce qu'on a quelque chose qui nous parle? Alors normalement, il y a un sélecteur CSS qui permettrait de sélectionner un élément contenant le texte ref. Mais il se trouve que je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc on va partir sur la valeur où on a un élément lisible qui s'appelle le current selected model. Donc on va partir sur la même structure, on va simplement dire que c'est un élément span, que là ce n'est non plus un aria label, mais c'est un élément, un attribut classe. C'est toujours qui commence par et c'est current selected model. Et on a bel et bien notre référence.
À présent, le prix ou l'avis. Qu'est-ce qu'on avait mis au début? Le prix. Le prix, alors là ça va être intéressant, on va quand même comparer à minima deux éléments parce que vous voyez qu'il y a quand même une différence. Il y en a des trucs en jaune, il y a des trucs en rouge, il y a des prix en promotion, il y a des prix standards, etc. Donc il faut quand même savoir ce qu'on va sélectionner de façon un peu plus précise. On fait ça et qu'est-ce qu'on a? On a un arrière label est égal à prix. C'est on ne peut plus explicite, super. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un arrière label est égal avec un prix. Et ici, on essaie avec un dernier. On a un arrière label est égal prix. Le truc, c'est que, qu'en est-il des autres? On a ancien prix pour celui-là. Et pour le moins 160 €, ça doit être remise. Il n'y a pas de délai. Si, il y a taux discount du prix, donc c'est noté comme ça. En sélectionnant le prix dans le rectangle, on est certain de sélectionner le prix actuel. Peu importe qu'il soit en promotion ou pas, c'est le prix actuel. Et ça me convient parfaitement. On va quand même le vérifier parce que je ne suis pas certain. Peut-être qu'il y en a plusieurs déjà. Donc on va voir document.query. Et là, ça va être assez simple. Ça va être span area label prix. Je vais juste mettre selector all. Et il y en a 24. Il y en a 24. Pourquoi il y en a? Il y en a 24 parce que vraisemblablement ça aussi c'est un prix, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Peut-être celui-là et peut-être celui-là, 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 etc. C'est peut-être pas trop gênant parce que par défaut il sélectionnera le premier, donc c'est vraisemblablement celui-là. Mais on prend un risque, donc je vais essayer de prendre quelque chose d'autre. Et je vais prendre le price size large ici, qui me paraît un petit peu plus explicite. On va changer notre sélecteur en conséquence. On n'est plus sur du aria label, quoique on peut le garder, ça ferait pas de mal, mais ça risque de nous encombrer pour rien. Et qui contient le price size large. Ok, j'ai juste le vérifié sur un autre, si on a bel et bien la même valeur avec le tiret en bas et les deux tirets horizontaux, super. Et on va le retester et on n'en a qu'un seul, merveilleux. HTML, hop, et on prend celui-là, monsieur. Et enfin, les avis. Alors juste, c'est pas extract date, c'est extract data. Pour les avis, qu'est-ce qu'on a pour les avis? Je partirai spontanément sur le review link avec une balise de type button. Ce qui donnerait quelque chose comme button class qui commence par review link. Je vais faire un selector all cette fois-ci. Et on a bel et bien qu'un seul élément. On l'insère et ça y est. Alors ça n'a pas été terminé, voilà. Invalid syntax, j'ai oublié des virgules un peu partout, on va en mettre. La dernière chose à faire, c'est d'insérer toutes ces données dans un dictionnaire, parce que par la suite, ce dictionnaire va nous être utile pour le mettre dans Pandas, qui par la suite va nous donner lieu à un fichier Excel. Auquel cas, toujours dans data class, on va import as dict pour dictionnaire. Et on va return as dict new item. Maintenant, il faut vérifier que tout ce bazar fonctionne. On va revenir dans notre fonction main. On a notre HTML. On va du coup faire parse detail page. HTML tout simplement. Cette fois-ci, je vais quand même créer une liste vide et je vais enregistrer tous mes dictionnaires dans cette liste. On va du coup faire une liste qu'on va appeler produit qui va être une liste vide et on va faire un produit.append cette fois-ci et on va enregistrer notre dictionnaire. On retourne bel et bien un dictionnaire dans notre fonction parse detail page et j'ai quand même envie d'avoir un œil visuel sur les données que je vais extraire pour m'assurer s'il y a des petites erreurs, des trucs que je devrais corriger par la suite. Donc on va print, on va mettre une phrase, on va print extract data
et on va extraire produit, disons le dernier produit du coup. Donc produit, crochet -1. Et ça devrait être bon. Et on va mettre un time.split également, time.split d'1 seconde. Donc 1 seconde pour la pagination et 1 seconde à chaque fois qu'on visite une nouvelle URL pour extraire les données. On va voir. Alors, j'ai supprimé cette partie-là. J'avais mis un print dans le get.html, j'en ai plus besoin, ça me gêne plus qu'autre chose. Donc on a les données. On va faire tout sur une seule page cette fois-ci. On a bel et bien mis 0, range 0, 1. Et on va essayer de voir s'il y a des anomalies. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir nettoyer les données par la suite. En réalité, encore une fois, j'ai fait le travail en amont. Donc on va faire 3 modifications. La première modification va être au niveau de la colonne référence. Vous voyez qu'on a ref, point, espace 2 points, et on a le chiffre. On va supprimer tout ce qu'il y a avant et on va uniquement garder la référence en question. Pour le prix, pareil, pour le prix, on va le transformer en float. On va supprimer le signe euro. On va supprimer cette partie-là qui désigne grosso modo un espace, mais on va le supprimer également. Et dans le cas où il y a du, je sais pas, 199,99, on va remplacer la virgule par un point. Parce que pour transformer du texte en chiffres, il faut que ce soit un point et non pas une virgule. Et enfin, la troisième modification que l'on va faire, c'est dans le même ordre d'idée, c'est au niveau de la colonne avis. On a à voir les 177 avis, je vais avoir uniquement le chiffre 177. Sinon, je pense qu'on a tout. Mais là, encore une fois, l'idée, c'est de formater un peu mieux les données, de les nettoyer et de les mettre dans un fichier Excel. Parce que là, visuellement parlant, c'est pas encore ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la librairie Pandas. Encore une fois, Pandas, j'en avais fait une vidéo assez détaillée sur le sujet. Mais là, on va voir uniquement les bases, du moins ce qu'il faut pour faire la manipulation. Tout d'abord, on va faire import pandas as pd. On va créer une nouvelle fonction que l'on va appeler clean data. Et ça va être clean data produit. On va du coup faire clean data produit. Et là, la première chose que l'on va faire, c'est de créer un data frame. Parce que Pandas fonctionne sur un système de série, ça veut dire une colonne, et de data frame, c'est-à-dire un tableau. Donc on va créer un nouveau data frame. On va faire pd.dataframe. Et là, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va déterminer le nom des colonnes. Et le nom des colonnes, vous l'avez deviné, c'est nom, marque, référence, prix et avis dans cet ordre-là. Et c'est un paramètre que l'on peut totalement mettre. On va pouvoir mettre colons est égal, on va utiliser produit. Donc produit, c'est une liste contenant différents dictionnaires. Donc on va dire produit 0, ça pourrait être produit 1, produit 2, on s'en fiche en réalité. Et une fois qu'on a notre dictionnaire, on veut obtenir la clé, donc .keys. Et là, normalement, on devrait obtenir nos colonnes. Ok. Alors, ça m'embête de relancer tout ça à chaque fois, on perd du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est for URL in URLs, disons jusqu'à 3 par exemple. On a bel et bien le nom, la marque, la référence, le prix et l'avis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'insérer chacun de nos dictionnaires, un dictionnaire par ligne. On va du coup faire for produit in produit. Et là, il y a une manipulation assez intéressante. C'est qu'on va créer une variable longueur qui va être égale à la longueur de df. Donc pour l'instant, la longueur de df, c'est 0 parce qu'il n'y a aucune ligne, on a juste le nom des colonnes. Par la suite, on va faire df.lock length. Là, pour l'instant, c'est df.lock 0. En d'autres termes, on sélectionne la première ligne. Et lorsque ce sera df.lock 1, ce sera la deuxième ligne, 2, la troisième ligne, etc. Et étant donné qu'on est toujours dans notre boucle, on va dire df.lock length est égal produit. Je vais print df pour voir si ça fonctionne avec mes 3 URL. Generator object is not subscribable. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre les choses plus rapides? Alors le problème avec ça, c'est que si je lance l'extraction pour avoir mon data frame,
je vais devoir attendre 40 secondes et quelques, ce qui fait assez long finalement. J'ai envie d'avoir ma vérification ou d'observer mes erreurs un petit peu plus rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est par exemple dire que je veux uniquement les 3 premiers items. Donc for product in product 3. Et on va voir ce que ça donne. J'ai print mon DF. On va voir si on a notre data frame. Normalement, ça se stoppe, super. Bon, c'est assez moche, on est d'accord. Mais on voit que ça a bel et bien pris les éléments que l'on souhaite. On a le nom, on a la marque, c'est cohérent, la référence, le prix et les avis. Maintenant, on va nettoyer les données. Alors, dans un monde idéal, j'aurais d'abord, dans un premier temps, enregistré mon fichier Excel, puis par la suite, créé un nouveau fichier Python pour nettoyer les données, puis après, je l'aurais directement inclus dans mon script initial. Comme ça m'aurait évité des allers-retours. Mais là, on va essayer de le faire directement, presque au doigt mouillé, parce que de toute façon, on voit les données ici. Donc, on sait ce qu'on doit corriger. La première colonne à corriger, on l'a dit, c'était la colonne référence. Donc, pour sélectionner une colonne sur Pandas, on va désigner notre data frame. Donc, on va faire df et le nom de notre colonne, donc df référence. Df référence sera égal à df référence. On écrase notre colonne. On lui met certaines modifications. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on veut supprimer la partie ref et ne garder uniquement que le nombre. Alors on pourrait le faire de 2 façons différentes. On pourrait extraire directement le chiffre, ce qui serait la façon la plus simple. Mais là on va commencer par un simple replace. On va remplacer ça par rien, donc on va le supprimer. Et on va supprimer les espaces avec un strip. Et pour faire un replace, il faut mettre .string, .replace, sinon ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on remplace? On remplace ça par rien. On a le choix d'utiliser des regex ou pas, donc je vais mettre regex est égal false. On veut supprimer les espaces avant et après. Ici, plus spécifiquement, on veut supprimer l'espace avant, mais supprimer l'espace après, au cas où, ça ne dérange personne. Donc .string, .strip, encore une fois. Ça a l'air d'être bon. Maintenant, on va faire les avis. Donc, pour modifier les avis, la colonne avis, c'est le même principe. df avis est égal à df avis. Et là, on va faire la chose différemment. On va sélectionner uniquement le nombre. Donc, on va mettre une regex qui va dire « je veux sélectionner tous les chiffres ». Auquel cas, il faut remettre .string et il faut mettre .extract. Alors là, c'est quelque chose d'un peu spécifique. C'est un peu déstabilisant au début. La regex doit être mis entre parenthèses. Ça fait un groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par ouvrir et fermer la parenthèse et on dit qu'il faut un chiffre. Donc, on va mettre un backslash caractère D et plus. On va quand même anticiper le cas où il y a plusieurs milliers d'avis. C'est assez rare, mais imaginons qu'il y ait 1500 avis. Peut-être qu'il y aura un espace, puis les 3 chiffres à la suite. Auquel cas, on va anticiper la chose. On va mettre un astérix à la place du plus pour dire 0 ou plusieurs. On va mettre un backslash S avec un point d'interrogation pour dire qu'on prend un espace entre 0 et 1. Le point d'interrogation, c'est un quantifieur qui veut dire entre 0 et 1. 0 ou 1, plus spécifiquement. Et là, on va remettre un backslash D plus. Comme ça, normalement, on est bon. Et il faut mettre le paramètre expand is equal to true. À présent, il reste le prix. Alors le prix, on l'a dit, l'objectif c'est de transformer le prix en un chiffre. Donc ça reste le même principe. Sauf que là, on va voir, il va y avoir une difficulté supplémentaire dans le sens qu'il va falloir apposer plusieurs modifications d'un seul coup. On peut les faire un à un, mais on peut aussi faire un chaining, un petit peu comme on l'avait fait pour celui-là. Alors pour le prix pour commencer, vous voyez qu'il va falloir supprimer ça. Alors ça, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, c'est un caractère spécial, mais ça veut dire un espace. Donc on va remplacer ça par rien du tout. On va supprimer l'espace. Donc on va faire un .string, .replace. Et regex is equal to false. Après, on a également le signe euro que je veux supprimer. Donc .string, .replace, on supprime le signe euro.
Et enfin, alors là, c'est pas noté dans nos exemples, mais imaginons qu'on a un nombre décimal. Ce nombre sera indiqué par une virgule, par exemple 2,99 €. Mais pour avoir un chiffre, il va falloir remplacer la virgule par un point. C'est ce qu'on va faire. On va remettre un point string .replace. Sauf qu'on va remplacer la virgule par un point. Et enfin, on va transformer tout ce beau monde en un chiffre. Auquel cas, c'est la méthode .asType et on va le transformer en un float, en un nombre décimal. On va return df et on va print df pour savoir si ça a été modifié convenablement. Voici. Et on va voir. Cool. Vous voyez que la référence est parfaite, le nombre d'avis idem et le prix pareil. D'ailleurs, si on regarde de façon un petit peu plus attentive, vous voyez que ça correspond exactement aux données. On va supprimer le print, on va enregistrer ces données dans un fichier Excel. Alors pour l'instant, il n'y aura que 3 données, mais évidemment, à la toute fin, on va le faire pour les 23 pages. On va revenir dans notre fonction name, on va créer une variable df clean data produit et on va créer une autre fonction qu'on va appeler export to Excel. Et comme paramètre, ce sera df. Donc à la suite de ça, on va faire export to Excel df. Et on va également mettre une phrase de renseignement, comme par exemple fichier exporté avec succès. Voilà. Alors pour ça, ce sera très simple, ce sera qu'une simple ligne. Pour enregistrer un fichier CSV ou Excel sur Pandas, on va faire df to. Si jamais vous voulez un fichier CSV, c'est CSV. Vous marquez votre fichier .csv. Mais là, si on veut Excel, tout simplement, df to Excel. Et on va dire par exemple decathlon.xlsx, que je ne me trompe pas. On peut également indiquer le nom de la feuille, auquel cas c'est le paramètre sheetName, qu'on va dire qui est égal à vélo, au cas où on veut extraire plusieurs catégories. Et enfin, on va mettre index est égal à false, sinon ça met une colonne avec l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, et c'est pas forcément utile pour ce qu'on souhaite faire. Voilà, on relance pour savoir si on a notre beau fichier Excel. Et il n'est pas frais mon poisson. Nom, marque, référence, prix et avis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'extraction non pas sur 3 lignes, mais sur 40 lignes et sur autant de pages que possible. Ici, c'est 23. C'est même 25 maintenant parce que ça a augmenté. Le problème, c'est que si on lance l'extraction et qu'on fait trop de requêtes à la minute, il y a un risque qu'on se fasse bloquer. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'éviter. Et c'est la raison pour laquelle les proxys sont extrêmement utiles en web scrapping. L'utilisation d'un proxy, c'est l'idée que l'on va diviser les risques de se faire bloquer. On va créer des adresses IP fictives qui ne sont pas liées à notre ordinateur. De ce fait, au lieu de scraper les données avec qu'une seule adresse IP, la nôtre, on va simuler le fait qu'il y a plusieurs adresses IP différentes qui extraient les données à des endroits différents. Et c'est là qu'intervient Bright Data. Bright Data, j'en avais déjà fait une vidéo. Si jamais vous souhaitez reprendre depuis zéro et savoir comment ça fonctionne, l'idée de Bright Data, c'est que vous payez en fonction des proxys que vous utilisez. Donc c'est sur un système de pay as you go. Comme vous pouvez le constater, ici il y a ma balance et je n'ai rien payé aujourd'hui étant donné que je n'ai pas encore utilisé de proxy. Des proxys, on a de différentes sortes. Là, on va utiliser le Data Center Proxies, tout simplement parce que ce sont les moins chers et aussi parce que pour ce qu'on va faire, il n'y a pas besoin d'aller toucher aux Residential Proxies qui sont plus onéreux mais aussi beaucoup plus puissants. Auquel cas, je peux faire un Get Started ou tout simplement reprendre un data center existant que j'ai déjà utilisé et là, je vais simplement devoir le configurer. Donc pour le type d'IP, je fais toujours dedicated parce que c'est plus puissant que si jamais je fais une adresse IP partagée. Le nombre d'adresses IP, je peux en faire 3 ou je sais pas, par exemple 5 pour cette fois. La géolocalisation, c'est super important. On reste toujours sur une géolocalisation à proximité du site hôte.
Donc ici, c'est decathlon.fr, c'est un site français, je reste donc en France. Pour le nom de domaine, vous voyez que là, j'ai rajouté decathlon.fr, je l'avais déjà fait en amont. Tout simplement, je fais comme ça et je fais decathlon.fr. Comme ceci, je fais Save and Activate. Ça a bel et bien été activé, je peux l'activer ou le désactiver quand bon me semble. Et là, on a accès à nos paramètres. Donc c'est très intéressant parce que pour utiliser les proxys de Bright Data sur Python, il va falloir suivre cette formule. Vous me permettez, j'ai pris des notes. http le username le password proxy server port. Bien évidemment, il est inutile de reprendre ce que j'ai sous les yeux parce que ce proxy, je le supprimerai une fois que j'en aurai plus besoin. On va simplement copier cette partie et on va revenir pour la touche finale de notre script. Je vais tout d'abord indiquer mon proxy dans main. Donc le proxy, on l'a dit, c'était égal à http mon username. Alors, mon username, c'est celui-là, c'est noté. Donc je copie, je colle. Alors bien évidemment, il faut que ce soit un string également, comme ceci. Ensuite, on a 2 points suivis du password. Le password, celui-là. Arrobase le proxy server. Alors le proxy server, c'est ce qu'il y a avant les 2 points. Donc c'est ça, c'est bdr.superproxy.io. Et enfin, on a le port. Donc à la rigueur, on aurait pu copier-coller le tout. Le 2 points plus le port. Ça, c'est le port. 2 points, le port. Nickel. À présent, on va revenir dans getHTML. On va mettre le paramètre proxy. On va dire est égal none pour l'instant. Et on va mettre une condition pour prendre 2 cas de figure, le cas où on utilisera des proxys et le cas où on n'en utilisera pas. On a une condition pour les pages, c'est très bien. Maintenant, on va dire if proxy. Donc if proxy n'est pas égal à none. On va mettre notre proxy. Donc proxies est égal. Et là, il y a 2 cas de figure. Il y a les sites avec http, proxy, et il y a les sites avec https, proxy. Donc s'il y a un proxy, on paramètre nos proxys de la bonne façon, et auquel cas notre requête sera la suivante. URL, headers et proxies est égal proxies. Follow, redirect, c'est égal à true, ça ne change pas. En revanche, else, donc if proxy is equal to none, la requête sera celle-là, sans les proxys. Après, pour le HTML, ça ne change pas. Tout ce qui reste à faire, c'est de mentionner les proxys dans notre fonction main. À chaque fois qu'on utilise le getHTML, on a le base URL, on a la page, mais surtout, on a les proxys, comme ceci. Et on l'avait utilisé, tac, 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 là. Ça reste toujours la variable proxy. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. On va voir, on va s'en assurer. On va supprimer la limite de 3 que l'on avait mise et la limite d'une seule page. On va en dire, par exemple, 100. Normalement, ça devrait s'arrêter au bout de la 25e. On lance l'extraction et on se retrouve pour les résultats. L'extraction est terminée. On a du coup toutes les données que l'on avait demandées. Et on est sur un petit 8 sur 10, disons. Alors pourquoi 8 sur 10? Parce que c'est imparfait. Bon, déjà, on n'a pas la référence partout, mais ça, à la rigueur, c'est normal. C'est-à-dire que c'est sans doute pas un souci de référencement, c'est-à-dire que généralement, les premières données auront toutes un numéro de référence, mais pour certaines, particulièrement les dernières, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai pu le vérifier par moi-même. Vous voyez que là, il n'y a pas de référence. La référence n'apparaît nulle part. Deuxièmement, il y avait une exception au niveau des avis. Lorsqu'il n'y a qu'un seul avis, il n'y a pas marqué « voir un avis », il y a marqué « voir l'avis ». Et de ce fait, c'est quelque chose que je n'ai pas pris en compte. Par conséquent, il n'y aura jamais marqué 1 dans la colonne avis, il y aura toujours marqué 2 ou plus. C'est dommage, c'est une exception qu'on aurait dû prendre en compte. Enfin, j'ai oublié de faire un drop duplicates. J'ai oublié de supprimer les doublons. C'est quelque chose de pourtant évident, mais bon, à la rigueur, c'est pas très dramatique parce que je peux toujours le faire directement sur Excel. C'est là, il me semble, voilà.
et on supprime les doublons, on a 36 doublons et 884 lignes uniques. À la rigueur, si c'est que ça va, mais c'est surtout au niveau du nombre de données. On a extrait en tout 920 données, mais on a terminé le script par une erreur, par un read timeout error. En d'autres termes, lorsqu'on a voulu visiter une URL, celui-ci a pris trop de temps pour charger et de ce fait, ça m'a complètement brisé le script et surtout brisé autre chose étant donné qu'il ne restait qu'une seule page à extraire pour avoir la totalité. Et surtout, c'est quelque chose qu'on aurait pu corriger assez facilement en faisant un simple try except et en mettant un timeout par exemple d'une dizaine de secondes dans notre requête. C'est quelque chose qu'on aurait parfaitement pu faire. Mais globalement, je suis satisfait et on a le résultat estompé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo qui a demandé énormément de travail, c'est peu de le dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et enfin, si vous avez besoin d'une prestation en web scrapping, je fais également de l'analyse de données, vous pouvez m'envoyer votre requête par email, on en discute, je vous fais un devis, etc. Vous connaissez la musique. Quant à moi, je vous dis sobrement, à la prochaine.